Bonjour Joël Zask. Bonjour. Alors je monte votre livre Zoo City, des animaux sauvages dans la ville, aux éditions Premier Parallèle, avec ce phénomène incroyable qui existe depuis pas mal de temps mais qu'on a beaucoup vu avec le confinement, de tous ces animaux sauvages qui habitent d'une manière plus ou moins discrète mais qu'on a beaucoup vu pendant le confinement. En fait, ça nous rend souvent fous et vous dites que le marché de l'éradication a explosé aux États-Unis. C'est un marché qui marche très très bien. En fait, je crois qu'il a explosé un peu partout et que aujourd'hui, on dépense vraiment des milliards pour éloigner les animaux, pour les éradiquer, pour les exterminer, pour les euthanasier, c'est le terme plus élégant qui est utilisé, et pour les tenir à distance. Et effectivement, enfin, ce qui est assez frappant, c'est que justement, quand il est question des animaux en général, on se saisit de la question de leurs droits, on se saisit de la question de l'abattage, on se saisit de l'animal domestique, et aussi de la considération de l'animal comme être sensible. Mais du coup, on passe sous silence finalement le fait que, disons que pour l'immense majorité des gens, l'animal, à partir du moment où il entre en un lieu où il n'est pas désiré, il devient nuisible. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a vraiment très peu finalement de juridictions concernant le statut des animaux sauvages. Oui, c'est impressionnant, ça vous en parlez. Ouais, c'est un vrai, alors bon, on peut dire peut-être un vide juridique, c'est-à-dire que à partir du moment où un animal, et c'est le cas des perruches vertes à collier, par exemple en Espagne aujourd'hui, à partir du moment où un animal est classé dans la liste des nuisibles, et c'est pas très compliqué à faire, eh bien, tous les coups sont permis. Absolument, ça, les chasseurs s'en donnent à cœur joie. Il y a une chose qui est... mais aussi les piégeurs, parce que, en fait, par exemple, aux États-Unis ou au Canada, il y avait beaucoup de trappeurs qui chassaient les animaux pour leur peau. Ils sont tous au chômage parce que maintenant, on ne porte plus de peau d'animal, de fourrure. Et donc, ils se sont reconvertis dans le piégeage et l'extermination des animaux indésirables, dont les ours, les élans, les ratons laveurs, les ragondins et plein d'animaux de ce genre qui sont jugés envahissants et destructeurs. Avec des méthodes souvent très glauques, on ne va pas rentrer dans le détail, mais vous d'ailleurs, vous faites le parallèle avec certaines méthodes anti-SDF pour éloigner les SDF, ce qui est quand même terrible. Mais des méthodes qui évitent l'implantation en quelque sorte d'animaux sauvages. Oui. Ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois de plus, on est dans un fantasme total qui montre bien notre ignorance, parce que ces animaux, on est persuadé qu'ils vont nous envahir. En fait, ils se régulent. Ouais. D'eux-mêmes, c'est tout ce que d'ailleurs les professionnels des rats le disent, la maman rat fait des bébés en fonction des circonstances. Et vous parlez des fameuses perruches qu'il y a en Île-de-France, qui là aussi ont fait complètement fantasmer tout le monde. Oui. On va être envahi, elles vont tuer tous les oiseaux, c'est faux. Et en plus, oui, on les a accusées de détruire les arbres. Ah oui, dans lesquels elles creuseraient des trous, enfin bon. Et donc, voilà, il y a des campagnes d'extermination de ces perruches vertes, notamment en Espagne, comme je le disais, alors que, d'une manière générale, enfin, bon, là, il faudrait parler au cas par cas, mais les animaux, à partir du moment où ils sont chassés, ils changent de comportement. Et en fait, ils s'adaptent aussi, ou ils s'ajustent à ces situations de chasse. C'est-à-dire, par exemple, les coyotes qui se sont installés... en un nombre assez important dans les parkings de New York, sont des animaux qui vivent plutôt en horde ou en clan. Et à partir du moment où ils sont chassés ou pourchassés, le clan se divise, les animaux se mettent par couple et ils font des petits 10 fois plus vite que s'ils étaient laissés tranquilles. Donc on a aussi des réactions reproductives en quelque sorte qui accélèrent évidemment l'apparition des nouveaux venus et qui est complètement contre-productif. En plus, exterminer les animaux, outre que ça pose des problèmes moraux, éthiques, donc, dont je ne veux pas parler là, mais ça pose aussi des problèmes écologiques. Parce que, clairement, les rats, les goélands, les souris jouent un rôle dans notre écosystème. Et donc, après l'identifier, là aussi, il faut raisonner au cas par cas. Mais supprimer les rats à Paris, sans doute, serait suivi de conséquences pas nécessairement très bonnes. Bah oui, parce qu'ils nettoient beaucoup de choses. Ils nettoient beaucoup de choses. Tous les spécialistes de rats le disent. Le jour où il n'y a plus de rats, pour le coup, c'est pas que le Covid qu'on aura. Ça sera des choses beaucoup plus graves. Alors, j'aimerais bien qu'on reparte sur l'adaptabilité ou l'ajustement, comme vous dites, des animaux, et que vous nous donniez deux exemples qui sont quand même formidables. C'est les hirondelles et les lézards avec leurs coussinets. Ça, c'est incroyable. Oui, effectivement. Alors là, on est vraiment dans l'adaptation parce que ce sont vraiment des modifications génétiques
qui font que un certain nombre de lézards au Brésil acquièrent des coussinets plus larges et plus rugueux qui leur permettent de grimper le long d'espaces vitrés, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Et puis les hirondelles, ça c'est Gilles Soule qui le cite dans son livre, dont les ailes sont plus courtes, ce qui leur permet de gober des insectes qui volent à proximité des pare-brises des voitures. Donc voilà, ça c'est des exemples vraiment là pour le coup d'adaptation, mais qui se passent sur des laps de temps quand même très brefs. En quelques générations, oui, l'affaire est conclue. Oui, alors ça c'est une forme d'intelligence naturelle, si on peut dire, dont on voit des exemples chez un certain nombre d'espèces. Bon, clairement, les espèces sont modifiées par leur mode de vie urbain, et très rapidement. Enfin, les individus qui vivent en ville sont modifiés, aussi parce que la nourriture qu'ils ingèrent n'est pas une nourriture qui leur est parfaitement adaptée, loin s'en faut. Oui, ça c'est par contre le mauvais côté. Oui. Ça c'est un peu le mauvais côté. Mais en tout cas, on peut, par exemple, les kangourous qui rentrent dans les villes australiennes parce qu'ils ne trouvent plus d'herbe, ils mangent de l'herbe, à brouter dans le bush, qui est totalement desséché quand il n'est pas enflammé. Là, pour le coup, trouvent leur compte dans les terrains de golf de Canberra ou de Sydney et sur les bas-côtés des routes, là, dans les pelouses bien arrosées, voilà, des centres-villes. Ils trouvent de quoi se sustenter sans trop de risques. Oui, vous donnez l'exemple aussi incroyable des renards, toujours aussi malins, que les retrouve renards, carrément en haut d'un building, qui oui. traversent les matchs de rugby. Les renards, c'est l'animal imprévisible par excellence, on en trouve partout et rien ne l'arrête. Alors apparemment, voilà, tous les spécialistes, y compris les éradicateurs, les exterminateurs, les dératiseurs, etc., s'accordent pour dire que vraiment, il n'y a absolument rien qui va pouvoir arrêter un renard. Et c'est intéressant parce que vous venez de prononcer le mot imprévisible et vous expliquez que nous n'aimons pas. Il faut prévoir les choses, il faut que tout soit bien classé, ordonné. Et la nature, l'animal, c'est l'imprévisible. Là, tel qu'il apparaît à un endroit tout à fait inattendu, effectivement, il nous fait renouer, en tout cas avec un certain goût de l'imprévisible. Je crois que c'est peut-être ça qui nous a émerveillés quand des animaux sauvages sont apparus sous nos fenêtres pendant que nous étions confinés. Et parce que tout à coup, on a eu le sentiment d'une respiration, en fait. Oui. On a eu le sentiment d'une liberté. Parce que l'imprévisible, disons, n'est pas une catégorie mystique. En l'occurrence, c'est peut-être un trait constitutif du vivant. J'aime bien ces remarques de Thoreau, ce marcheur, ce philosophe marcheur, qui était un contemporain du philosophe Emerson, et qu'on a beaucoup lu à propos de la marche et des cabanes dans les bois, etc. Et qui dit qu'il n'en a jamais assez de la nature parce que la nature lui réserve toujours des surprises. Ce qui veut dire, c'est qu'on aura beau étudier un être vivant ou un phénomène vivant, on n'en fera jamais le tour. C'est-à-dire qu'il y a une autre notion, moi, que j'aime beaucoup, qui se trouve chez Réaumur, là c'est beaucoup plus ancien, où il parle de merveilleux vrai. Et l'association entre le merveilleux et le vrai, moi, me parle beaucoup, elle me semble belle, et en même temps très fertile, parce que ce qui est vrai, finalement, c'est ce qui est vérifié, mais ce qui est vérifié ne doit pas être tel que toute occasion d'enquête future serait foreclose, en quelque sorte. La vérité est toujours une vérité en devenir, en quelque sorte. Et c'est ça qu'il veut dire avec le merveilleux vrai. Il reste toujours quelque chose à découvrir. On n'en fera jamais le tour. Et je crois qu'avec les animaux, c'est ça qu'on peut se dire, et c'est pas... Je veux dire, c'est pas de la morale, c'est pas de l'éthique, c'est de l'observation tout simplement, c'est de la science. La liberté, c'est du rêve, c'est magnifique. Il y a ça aussi, bien sûr.